Bonjour tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue au webinaire Outiller la communauté pour mieux soutenir les enfants dans leur développement du langage et de la communication. Je suis Catherine Chouinard, je suis de chez Avenir d'enfants, directrice valorisation communication, et j'ai avec moi à cette belle table l'équipe du groupe de travail montérégien en orthophonie communautaire. Je vous les présente, juste ici à ma gauche, Nathalie Walter, qui est la chargée de projet. J'ai aussi Émilie Courteau à côté de Nathalie, qui est orthophoniste et qui fait partie de l'équipe. Et j'ai aussi Mathieu Gagné, qui est stratège conseil à la boîte de com. Donc, je vous explique un petit peu le principe. Il y aura 3 périodes de questions. Vous pourrez poser vos questions dans la petite boîte de clavardage qui est à gauche de votre écran en bas. On va les recueillir. On va tenter d'y répondre autant que possible. S'il y en a beaucoup, on va aussi toutes les retranscrire et vous pourrez y avoir accès ensuite sur le site agirto.org. Évidemment, pas juste les questions, mais les réponses qui viennent avec. Donc, sur le site agirto.org, dans la section vidéo, parce que je vous informe dès maintenant que la vidéo est enregistrée, qu'elle sera mise en ligne, que le PowerPoint sera et différents outils seront aussi mis en ligne dans cette section-là du site. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Mathieu et je me glisse vers la droite. Merci beaucoup, Catherine. Donc aujourd'hui, on nous a préparé une présentation qu'on espère la plus dynamique possible. Tout d'abord, il y a Nathalie Walter qui va parler de façon plus générale des enjeux de langage, de communication en lien avec le développement global des enfants et pour pouvoir ensuite vous parler plus spécifiquement de la situation en Montérégie qui a amené à la création du groupe de travail montérégien sur l'orthophonie et le développement du langage. Par la suite, Émilie prendra la parole. C'est-à-dire, par la suite, on aura donc une première période de réponse à vos questions. Émilie viendra maintenant ensuite vous présenter le concept du continuum de services concertés en orthophonie communautaire. Et on aura aussi une période de réponse à vos questions par la suite. Et on terminera avec Nathalie qui parlera brièvement des résultats des premières expérimentations qui ont lieu en Montérégie actuellement avec le concept qu'on vous présente aujourd'hui. Et moi, je prendrai la parole en conclusion pour vous parler des perspectives qu'on entrevoit pour l'implantation du continuum à l'échelle du Québec, donc avec une lecture peut-être un petit peu plus stratégique du dossier. Alors, dès maintenant, je vous propose de donner la parole à Nathalie qui va vous parler d'abord du langage et ensuite de la Montérégie. OK, on gère tous la même manette, donc on va essayer. Alors bonjour à toutes et à tous, merci d'être là ce matin. Alors je vais vous parler rapidement donc du langage, de la communication, du développement global des enfants, en sachant que beaucoup d'entre vous ont déjà ces connaissances, mais ça nous permet de mettre la table un petit peu plus informellement. Je vais en profiter aussi pour vous demander, si vous êtes nombreux devant la caméra, de penser à faire la liste des présents pour pouvoir vous rejoindre si nécessaire. Donc, vos noms, prénoms, coordonnées et adresse courriel, s'il vous plaît. Donc, ceci étant dit, passons tout de suite au développement global de l'enfant. Comme vous le savez, avec, par exemple, les études de l'ECDEM en 2012, on a dit qu'il y avait 5 piliers dans le développement de l'enfant. Il y en a un qui est spécifique au langage. Et souvent, quand on parle de langage et de communication, c'est ce qu'on dit. On dit le pilier des habiletés langagières. Sauf qu'il faut bien comprendre que ces piliers-là sont en fait traversés de manière transversale par quelque chose d'un petit peu plus large qui est la communication. Quand on comprend la communication comme étant justement une aptitude plus complète, on se rend compte qu'il faut absolument intervenir pour limiter les problèmes de communication qui peuvent avoir un impact sur chacun des piliers du développement global de l'enfant. Les travaux du GTM-ODL ont démarré, pourquoi? Parce qu'il y a eu une constatation qui s'est faite, c'est que dans les milieux, on pouvait voir que beaucoup d'enfants présentaient une vulnérabilité quand ils entraient en maternelle, notamment pour un de leurs domaines de développement. Donc, ce n'était pas forcément le développement du langage, mais on s'est rendu compte quand même, avec différentes études, que globalement, en moyenne, il y a un enfant sur 4 qui présente une vulnérabilité dans un des domaines de développement, ce qui signifie aussi que quand on parle d'un milieu défavorisé, ça devient un enfant sur 3,
et dans les milieux favorisés, 1 enfant sur 5. Dit comme ça, c'est pas si important, sauf que ça a un effet domino. Pourquoi? Parce que si on impacte ou si on affecte les habiletés des tout-petits qui rentrent à la maternelle, on sait qu'on va avoir un impact majeur sur leur réussite scolaire pendant leur primaire. Et évidemment, cette réussite-là va aussi conditionner le niveau d'études qu'ils peuvent atteindre à l'âge de 22 ans. Puis là, on sait aussi que plus on a un niveau d'études qui est élevé et plus on a de chances de décrocher un bon travail et d'avoir une vie avec le moins de difficultés possible. Là, je rentre dans quelque chose qui moi, m'épate complètement, c'est évidemment tout ce qui concerne le cerveau comme organe porteur de nos habiletés cognitives. Le cerveau, c'est un organe tout à fait magique qui se développe pendant très longtemps et qui ne se développe pas de manière homogène d'une zone à l'autre. Donc ça veut dire qu'il va nous permettre finalement de déterminer ce qu'on appelle des fenêtres de sensibilité selon les habiletés qu'on va développer. Alors une fenêtre de sensibilité, ça dit que pendant cette période de temps, le cerveau dit, ben, on va faire plein de connexions, on va faire plein de cellules, on va travailler plus fort pour donner le terreau finalement à cette habileté. Si vous regardez bien le graphique qu'on vous présente à l'écran, vous allez voir qu'entre 0 et 5 ans, c'est une période primordiale pour l'acquisition des habiletés langagières et ces habiletés-là vont continuer à se développer avec le temps après l'âge de 5 ans. Mais le gros de notre développement langagier se fait vraiment avant 5 ans. C'est aussi la même chose pour ce qu'on appelle la numératie. Vous le voyez écrit en mauve, c'est vraiment le traitement des nombres, des chiffres, la composante vraiment numérale de nos connaissances. Est-ce que c'est important? Oui, parce qu'à un moment donné, on envoie ses enfants à la maternelle, il faut qu'ils puissent apprendre à lire, à écrire, à traiter les mathématiques. Alors, tout ça étant dit, on va parler un petit peu plus précisément des enjeux en Montérégie. Et les enjeux en Montérégie, finalement, c'est qu'on s'est aperçu, les gens dans les milieux se sont aperçus qu'il y avait plusieurs problèmes dans le développement de la communication et du langage. Que ces problèmes qu'on constatait, ce n'étaient pas des problèmes qui étaient spécifiques à une région, à une catégorie de population, à certains enfants. Non, c'était vraiment qu'il y avait un problème que tout le monde constatait dans les différents milieux. On s'est rendu compte aussi qu'il y avait une volonté de chacun des milieux de pouvoir aider ou de pouvoir contribuer à réduire les facteurs de risque pour que les enfants de 0 à 5 ans soient mieux outillés avec leurs parents et rentrent à la maternelle finalement mieux préparés, c'est pas forcément le terme, mais au moins mieux outillés et avec une connaissance de leur développement. Évidemment, et c'est un secret pour personne, les parents de ces enfants avec des difficultés rencontrent beaucoup de difficultés dans l'accès aux services en orthophonie notamment. Hier, il y a eu un webinaire qui justement avait fait la différence entre l'accès, la disponibilité puis l'accessibilité. Donc il faut se rappeler que c'est pas parce qu'il y a des orthophonistes, il y en a quand même beaucoup, qu'on peut y accéder facilement. C'est pas parce qu'il y a peu de postes qu'il n'y a plus de services. Donc il faut prendre en compte toutes ces informations-là pour faire en sorte qu'on doit offrir des services en orthophonie pour les enfants qui ont des difficultés de communication et de langage. De là est né le continuum de services concertés en orthophonie communautaire, qui était une autre façon de proposer ou de dispenser des services à la population qui en avait besoin. Le GTM-ODL, donc dans son acronyme, qui est le groupe de travail montérégien Orthophonie et développement du langage, c'est une mobilisation régionale. Donc c'est vraiment c'est l'adhésion de la majorité des tables de la petite enfance en Montérégie. Il faut comprendre aussi que ce groupe-là représente toutes sortes de partenaires, des organismes communautaires qui œuvrent en petite enfance, les centres de la petite enfance, les centres intégrés de santé et de services sociaux, ce qu'on appelle très familièrement les CI3S ou les CIS. Et en fait, il faut même élargir notre vision des choses parce que ça comprend tout organisme qui est concerné par les enfants de 0 à 5 ans. Donc on est quand même très nombreux. Les objectifs du GTM
qui ont été fixées dès la création de ce groupe-là, c'était vraiment de donner toutes les chances aux enfants pour leur entrée en maternelle. On ne commence pas à penser à l'entrée en maternelle 6 mois avant que les enfants y aillent. Donc, il fallait mettre les choses de manière précoce, il fallait commencer à voir en amont. On constate les problèmes à l'école, bon, mais là, on est pris avec ça ou on les travaille un petit peu avant. Donc, le but, c'était vraiment de dire, moi, comme groupe de travail, je vais essayer d'offrir aux enfants de ma communauté sur mon territoire tous les services ou toutes les aides possibles pour finalement les aider dans ce grand moment de transition qui est j'entre à la maternelle. Là, on s'est dit aussi, les parents, c'est quand même les experts de leurs enfants, il faut donc les soutenir pour l'obtention des services efficients en orthophonie. Efficient, c'est vraiment que ce soit les bons services au bon moment et dans les bonnes dispositions du réseau et des milieux communautaires. On voulait aussi, et ça a été fait dans la phase 1, Émilie va vous en parler un petit peu plus longuement tout à l'heure, développer un cadre de référence et des outils sur la base du concept d'orthophonie communautaire. Donc, c'était vraiment un travail de groupe pour offrir à tout le monde finalement du matériel et une connaissance commune de ce que c'est que l'orthophonie communautaire, de ce qu'est aussi le développement global et le développement de la communication et du langage chez les jeunes enfants. Quand on a dit ça, évidemment, on ne peut plus travailler tout seul dans son coin, c'est un petit peu plus plate. Donc, on implique tous les dispensateurs de services et on va chercher tous les gens qui peuvent mettre l'épaule à la roue pour aider nos enfants. Donc, là, à partir de là, moi, j'ai fait ma première partie. Je sais qu'il faut que je me taise. Donc, oui, c'est ça, mais on va peut-être répondre à vos questions sur cette première partie de la présentation. Je vois que vous êtes tous bien gentils et que vous communiquez vos adresses courriels dans la section de chat. S'il y a des questions qui ont été adressées que je n'ai pas vu passer, vous pouvez nous les retourner. Sinon, ben, je vous invite à utiliser la boîte de chat si vous avez des questions sur ce qui vous a été présenté là, sur le développement global des enfants et puis sur les enjeux en Montérégie et la création du GTN-EDL. J'ai dû être particulièrement clair, ça n'a pas de bon sens. On n'en doutait pas dans le départ. Alors, écoutez, on pourra y revenir. Pour le moment, je n'ai pas de questions sur cette partie de la présentation, mais c'est probablement parce que vous attendez fébrilement qu'on vous présente en détail comment ça fonctionne, ce continuum de services concertés en orthophonie communautaire. Alors, Émilie, on te fait signe, il y a une question ici. Approchez le micro. OK. C'est ça. Donc, je peux... Voilà. Alors, C'est bon Émilie, comme ça, oui. à toi le microphone. Et voilà, merci. Parfait. Donc, pour commencer, je vais vous parler de notre démarche d'élaboration du continuum, c'est-à-dire les racines là, du concept d'orthophonie communautaire. Donc, lors de la phase 1, notre objectif principal, c'était de développer en Montérégie une compréhension commune d'une approche préventive, précoce et adaptée dans le développement du langage en petite enfance. Donc, une première partie était l'idée d'une compréhension commune de tous les acteurs en petite enfance quand on parle des termes centraux associés au développement du langage. Qu'est-ce que c'est un retard de langage? Qu'est-ce que c'est un trouble du langage? La stimulation. On a donc commencé par élaborer un lexique à partir de ces termes-là, puis c'est devenu notre cadre théorique et pratique du continuum. Je vais vous en parler tantôt. D'autre part, on voulait développer une approche préventive et précoce. On a lu ce qui s'est fait au Québec, donc il y avait eu déjà des implantations de continuum là, en orthophonie, sauf que nous, on voulait éviter d'implanter une structure rigide en Montérégie. Donc on a fait une approche de terrain, une approche bottom-up, puis en 2015, on a répertorié plus de 80-90 activités qui étaient déjà en place en Montérégie sur le plan du langage et de la communication chez les 0-5 ans. C'est donc là-dessus qu'on a développé notre continuum. Le continuum est élaboré à partir d'une approche basée sur les données probantes, qui implique d'une part les résultats de la recherche scientifique sur le sujet, l'expertise des professionnels et des intervenants dans le domaine, puis aussi les besoins des enfants. Nous, plus précisément, on a lu plusieurs articles sur l'orthophonie et le développement du langage. On avait un comité d'experts qui était formé d'orthophonistes, d'organisatrices communautaires, d'intervenants dans les maisons de la famille et dans les milieux de garde. Puis, on a aussi utilisé les besoins des enfants en matière de développement du langage. Voilà. OK.
OK. Donc, maintenant, je rentre dans le vif du sujet et je vais vous parler de notre continuum. Donc, les acteurs du continuum, qui sont-ils? Qui participent au continuum? C'est tous les intervenants qui sont impliqués de proche ou de loin dans le développement du langage et de la communication entre 0 et 5 ans et qui collaborent avec l'enfant et sa famille et ses parents qui sont des acteurs centraux du continuum en collaboration avec l'orthophoniste du réseau public. Et ce continuum se base sur le concept d'orthophonie communautaire. Donc, ce concept-là, on l'a élaboré avec notre comité d'experts interdisciplinaires, puis on en a discuté avec l'Ordre des orthophonistes audiologistes du Québec, qui ont commenté et bonifié notre définition. Donc, l'orthophonie communautaire se base sur l'établissement d'un continuum de services en promotion, en prévention et en intervention, basé sur des données probantes, qui unit l'expertise de l'orthophoniste du réseau public et la pratique de l'ensemble des intervenants des acteurs d'un territoire donné. Puis, afin de soutenir le développement du langage et de la communication chez les tout-petits, la mise en place du continuum nécessite la mobilisation continue des acteurs d'un territoire. Ça implique la présence de l'orthophoniste du réseau dans la communauté. La mise en place du continuum requiert la réduction des barrières d'accès aux activités et aux interventions. Puis ça exige de placer les enfants et leurs parents au cœur des actions du continuum de services concertés en orthophonie communautaire. Notre continuum, ce continuum de services est caractérisé par deux principes transversaux. Le premier est la mobilisation. Donc, on veut mobiliser tous les partenaires qui sont impliqués de proche ou de loin dans le développement du langage et de la communication aux activités du continuum. Puis, c'est bien sûr qu'on parle de mobiliser les partenaires, c'est évident, l'intervenant du milieu de garde, l'intervenant de la maison de la famille, mais c'est aussi, par exemple, le responsable des services de loisirs d'une ville qui va prêter un local pour accueillir les activités de stimulation du langage. Ça peut être aussi la bibliothécaire qui va distribuer des dépliants sur les activités de notre continuum. On veut aussi mobiliser les parents, parce que dans le continuum de services concertés en orthophonie communautaire, les services ne visent pas seulement l'enfant, mais bien aussi le parent, qui sont au cœur du continuum. Un deuxième principe transversal, c'est l'universalisme proportionné. Puis, ça vise la réduction des barrières d'accès aux services. Donc, on vise 3 points. Premièrement, favoriser la participation des familles issues de milieux défavorisés ou en contexte de vulnérabilité. On veut aussi favoriser l'accès des familles en milieu rural ou isolé. Puis, on veut encourager la participation des familles qui n'ont pas le français comme langue maternelle. Donc, le continuum de services se base sur 3 types de mesures. C'est des mesures qui caractérisent des modèles qui sont déjà en place dans le milieu de l'éducation et de la santé. Tout d'abord, on a des mesures universelles qui visent la promotion et la sensibilisation au développement du langage en général et des difficultés qui peuvent s'y rattacher. Puis l'objectif est de réduire l'apparition de difficultés de langage chez les enfants. Deuxième type de mesures, les mesures sélectives. On parle d'interventions plus ciblées à une fréquence et à un niveau d'intensité supérieur. Puis l'objectif est de réduire les impacts négatifs reliés à la présence de difficultés de développement du langage. Notre troisième type de mesures particulières, ici on parle de programmes et d'interventions plus intensifs, hautement personnalisés. L'objectif ici est de réduire les impacts reliés aux troubles du langage et au retard du langage pour l'enfant et sa famille. Donc, les mesures universelles visent 100% des enfants. Puis, si on monte un continuum de services qui se base sur ces 3 types de mesures, eh bien, on peut s'attendre à ce que les mesures universelles répondent aux besoins de la majorité des enfants. Ce serait donc 20% des enfants qui auraient besoin ensuite de mesures plus ciblées. Donc, les mesures sélectives vont répondre aux besoins de 3/4 de ces enfants-là, de 15%. Il reste donc un 5% d'enfants qui vont nécessiter des mesures particulières. Puis quand on parle d'un continuum de services en développement du langage, on va s'attendre plus à 7% d'enfants qui vont avoir besoin de mesures particulières, puisque 7%, c'est le taux de prévalence du trouble du langage dans la population. Puis maintenant, plus précisément, le continuum est basé sur 4 types d'interventions. On a donc promotion, prévention, évaluation et intervention et réadaptation. Chaque type d'intervention a des activités complémentaires et essentielles associées. Vous pouvez voir sur la diapositive, les activités essentielles sont en couleur, puis les activités complémentaires sont en blanc. Donc, nous, avec notre groupe d'experts interdisciplinaires,
et les données de la littérature, on a élaboré pour chacune des activités des recommandations, autant sur le contenu des activités que sur l'organisation des activités. Puis l'orthophoniste du réseau public est impliqué dans chacune des activités, mais ses rôles et mandats vont changer en fonction du type d'intervention. On peut voir que les deux types d'intervention, les deux derniers types d'intervention, évaluation et intervention et réadaptation, vont appeler là, principalement l'orthophoniste, puisqu'elle va agir, elle va effectuer ses activités professionnelles réservées d'orthophoniste reliées à l'évaluation du langage et à l'intervention. Puis, mais on voit donc que ces rôles vont changer tout dépendant du type d'activité. Donc, par exemple, en promotion, si on prend l'activité 2, sciences d'information générale, bien, nous, on a jugé dans notre comité que c'était nécessaire que ce soit l'orthophoniste qui donne cette activité-là, qui l'anime, puisque c'est elle qui est la mieux placée pour répondre aux questions des parents et conseiller les parents. Par contre, si on va dans l'activité 2 du type d'intervention prévention, donc, l'activité 1 sur les stimulations du langage en diade par enfant, eh bien, nous, on a jugé que c'était une intervenante qui allait animer la majorité des rencontres, mais que cette intervenante-là a été formée par l'orthophoniste, puis elle a une orthophoniste comme personne ressource. Voilà. Alors maintenant, on va vous présenter une vision globale là, de notre continuum de services concertés en orthophonie communautaire. Donc, ce schéma montre d'une part les étapes, modélise les services du continuum d'orthophonie communautaire, mais ça montre aussi les étapes à suivre pour implanter le continuum. On peut voir dans le graphique que dans le haut, on rappelle les deux principes d'universalisme proportionné, les deux principes transversaux dont l'universalisme proportionné. Dans le bas du graphique, on rappelle que l'orthophoniste est impliqué dans toutes les activités, mais que son mandat change selon les types d'activités. Puis, on rappelle aussi que tous les partenaires de la région qui ont une influence de proche ou de loin avec le développement du langage en 0,5 ans est impliqué avec le parent et l'enfant au cœur des activités. Donc maintenant, je vais vous illustrer. On a monté deux petites vignettes de cas inspirées de ma pratique clinique, puis de voir comment le continuum pourrait favoriser un bon développement du langage et de la communication, mais aussi réduire les facteurs, les effets négatifs d'un trouble ou d'un retard de langage. Donc, par exemple, on a le petit David de 2 ans et demi qui fréquente la garderie, puis un retard de langage, il dispose seulement d'une vingtaine de mots, puis il vit beaucoup de frustration parce qu'il a de la difficulté à s'exprimer. Les parents sont inquiets, puis décident de s'inscrire sur la liste d'attente. Mais la réalité telle qu'elle est, le temps d'attente est relativement long. Puis pendant ce temps-là, il y a une augmentation de la frustration du petit David par rapport à ses difficultés de communication. On a des risques de comportement inadéquats. Les parents sont inquiets. Si on avait eu un continuum qui était en place, bien, d'une part, David qui va à la garderie, nous, notre continuum favorise que l'intervenante en milieu de garde soit formée par une orthophoniste, donc pour pouvoir stimuler le langage de l'enfant de façon optimale. Puis aussi, dans nos activités, on suggère que quand le parent s'inscrit sur la liste d'attente, qu'il soit mis tout de suite au courant des activités en développement du langage de la région, ce qui fait que le parent aurait pu, pendant son temps d'attente vers une évaluation en orthophonie, participer à des activités de stimulation du langage, puis stimuler le langage de son enfant de façon optimale, puis on réduit des facteurs de risque de cette façon-là. Puis maintenant, la petite Anna, qui va bientôt commencer la maternelle, elle a 52 mois. Elle vient d'un milieu défavorisé, elle vit avec sa mère monoparentale qui a peu d'éducation, puis elle parle très peu. Puis, donc, elle a des difficultés importantes de compréhension. Par exemple, elle ne va pas comprendre la différence entre le plus grand et le plus petit, des difficultés à comprendre les questions qui commencent par combien. On peut donc penser, là, évidemment, qu'elle va avoir beaucoup de difficultés à suivre en maternelle en première année, non seulement pour suivre les consignes des règles de vie de la classe, mais aussi dans tous ses apprentissages scolaires, que ce soit le langage écrit, mais aussi les mathématiques. Donc, il va y avoir un retard dans tous les apprentissages scolaires reliés à ces difficultés de langage. Si un continuum avait été mis en place, on pourrait s'attendre à ce que Anna soit vue par une orthophoniste avant son entrée à la maternelle. Donc, peut-être que la mère aurait eu une intervenante de confiance en milieu de garde ou en milieu familial ou en maison de la famille. Puis, l'intervenante aurait pu l'amener à participer à des cafés-rencontres sur le développement du langage, participer à des activités, puis même la référer là, pour une évaluation en orthophonie avant l'arrivée de la maternelle. Donc, en conclusion, pendant la phase 1, on a produit un cahier de référence, un guide pratique et théorique sur le concept d'orthophonie communautaire et notre continuum.
Puis, on a aussi une trousse donc pour l'implantation du continuum de services qui a été élaborée. Puis, on dit que c'est une trousse qui est en expérimentation. Donc, dans les documents, vous allez pouvoir trouver une définition du concept d'orthophonie communautaire, des recommandations basées dans une approche sur les données probantes qui inclut autant la revue de plusieurs articles scientifiques, mais aussi de l'expertise des orthophonistes puis des intervenants de petite enfance. Vous allez trouver les 4 types d'interventions, puis les activités essentielles et complémentaires associées, avec nos recommandations autant pour le contenu des activités, mais pour l'organisation et la mise en place des activités. Puis, en ce moment, le continuum est mis en place là, à travers des projets vitrines en Montérégie. Merci beaucoup, Émilie. Alors, on va prendre maintenant le temps de répondre à quelques questions. D'abord, un peu plus tôt, quelqu'un a demandé si la DSP de Montérégie était impliquée dans le continuum de service. Est-ce que... Dans le comité... Oui, ben non, mais c'est... La question est arrivée pendant que vous présentiez les acteurs du continuum et quelqu'un se demandait si ça impliquait la DSP de Montérégie. Ben déjà, on avait collaboré avec eux dans la phase 1 là, pour répertorier les besoins des enfants en matière de développement du langage à Montérégie. Et dans la phase 2, actuellement, oui, on a impliqué la DSP dans le comité recherche et évaluation, donc vraiment suivre comment l'expérimentation se passe et pour qu'elle puisse répondre aux besoins de la population sur un territoire donné. Formidable. Geneviève Massé veut savoir, est-ce qu'un milieu plus aisé vivant dans une région considérée défavorisée pourrait avoir accès au continuum? Tout à fait. Donc déjà, les activités de promotion s'adressent à 100% des enfants. En fait, toutes nos activités s'adressent à la population en général. Donc, qu'on soit en milieu aisé ou plus défavorisé, on a accès aux activités simplement par notre principe transversal d'universalisme proportionné. On va favoriser l'accès à tous, surtout si on est en situation avec des barrières d'accès. Puis, il faut revoir aussi la définition de la vulnérabilité, peut-être. La vulnérabilité n'est pas simplement un problème au niveau socio-économique, mais elle peut provenir d'autres risques, finalement, pour aider et encadrer la famille et l'enfant à ce que le développement se passe bien. Très bien. Alors ici, on a une autre question. Avons-nous bien compris, les orthophonies s'appliquent les mesures de prévention, groupe parents-enfants, sans avoir fait d'évaluation de l'enfant au préalable? Donc, l'activité dont je parlais là, en promotion sur... j'ai l'impression que la question fait référence aux activités de promotion qui sont les séances d'information générale. Oui, puisque l'objectif de notre type d'intervention de promotion est de favoriser, disons, d'être alerte sur le développement du langage. Donc, ces séances-là s'adressent à tous. Les parents se présentent. Puis, s'ils ont des questions plus personnalisées, l'orthophoniste peut leur répondre de façon générale. Bien sûr, comme c'est des enfants qui ont pas eu d'évaluation, l'orthophoniste, elle, son mandat dans ce cas-là, c'est bien de répondre aux questions globales sur le développement du langage et peut-être justement de diriger le parent vers des activités du continuum selon les besoins. Puis, je veux justement mentionner, les documents, vous allez pouvoir les trouver en format PDF sur Agirto, puis aussi Premier Pas Champlain. Puis tu me corrigeras, Amélie, mais je pense aussi que quand on crée des diades parents-enfants, ce qu'on essaye d'intégrer, c'est que l'orthophonie soit présente à la première rencontre, justement pour observer les enfants en contexte de groupe, puis va pouvoir après, donc les diades vont se poursuivre, les ateliers vont se poursuivre, et va revenir à la fin pour voir quelle a été l'évolution de ces enfants dans le groupe. Tout à fait. Puis l'objectif des activités des diades par enfant qui se retrouvent dans le type d'intervention prévention, c'est un transfert de connaissances. Donc l'objectif, c'est que le parent ait développé des habiletés pour stimuler le langage de façon optimale. Ce n'est pas l'évaluation et l'intervention de l'enfant qui a un trouble du langage, mais en effet, dans notre comité d'experts, on a trouvé ça pertinent parce que c'était déjà en place en Montérégie un genre d'activité de diade par enfant. En 6 rencontres, l'orthophoniste était là au début et à la fin, donc c'était très complémentaire. C'est bon. Il y a une autre question ici. D'abord, on nous demande quel groupe d'âge le continuum vise. Est-ce que c'est 0,5, 2,5? 0,5. 0,5, oui. Très bien. Ensuite, on nous dit, pardonnez-moi parce que là, ça rentre. Il y a beaucoup de questions. Dans le continuum, est-ce que vous considérez les organismes qui font déjà de l'intervention chez les 2-5 ans? Bien sûr. Tout à fait. Excellent. En fait, il faut penser le continuum comme étant quelque chose d'intégré au niveau d'un territoire, au niveau d'une population. Puis il faut le voir un peu comme une espèce de filet social
qui permet à des parents qui ont un souci, une question, quelque chose par rapport au développement langagier de leur enfant, d'aller chercher les outils nécessaires pour pouvoir aider l'enfant. Et puis si je peux rajouter Bien l'idée sûr. de ce continuum-là en 4 types d'interventions, puis quand on a commencé l'idée de la démarche bottom-up, c'était justement ça. Exemple, il peut y avoir une région qui avait beaucoup d'activités en promotion, mais peu d'activités en prévention, puis pratiquement un accès très limité à l'évaluation et l'intervention en orthophonie. Donc, si, exemple, dans une région, on a déjà beaucoup d'activités qui fait de la prévention des diabètes par enfant, on n'a peut-être pas d'activités en promotion, café rencontre, séance d'information, bien, peut-être ça serait de mettre l'énergie à cet endroit-là, mais c'est évident qu'on veut prendre en compte ce qui est déjà en place, puis le bonifier en fait. Très bien. Dans le cadre du projet de recherche, est-ce que tous les outils sont vérifiés par une orthophoniste? Oui. C'est rapide hein, comme C'est la réponse. réponse complète. Avec les activités universelles que vous décrivez, les groupes parents-enfants, pour tous, ne craignez-vous pas que les parents, les plus outillés seulement, se présentent? Le paradoxe des services universels versus l'universalisme proportionné. Ben oui et non, parce que je comprends la question. La question est peut-être de savoir si ça s'adresse à des parents qui vont soupçonner un problème chez l'enfant et donc être plus ouverts ou plus actifs dans la recherche. Notre objectif, c'est aussi d'offrir les services à des gens qui justement sont plus vulnérables pour X raisons que ce soit. Et c'est pour ça qu'on cherche à mettre en place ce continuum parce que ça va impliquer les intervenantes. Ça va impliquer les maisons de la famille. Ces milieux-là, finalement, une intervenante qui est outillée va pouvoir prévenir le parent en disant, tu sais, je crois qu'il y a quelque chose chez l'enfant, on devrait pousser, il y a telle et telle chose que tu peux aller chercher. Et à ce moment-là, non, ça ne s'adresse pas qu'aux parents qui auraient un petit plus à regarder ou à observer leur enfant. Donc, je répondrai que oui, les parents qui ont plus d'angoisse vont peut-être même se satisfaire de la séance d'information en disant, OK, je me suis intéressé un peu trop tôt, puis voilà, c'est réglé. Puis en même temps, ben, ça va aller chercher les parents qui sont un peu plus réticents et qui vont finalement avoir les mêmes services. Aussi, même la recherche sur le terrain nous montre que les milieux moins favorisés vont souvent avoir accès à leur milieu communautaire proche de chez eux, puis ils sont totalement impliqués comme acteurs importants dans le continuum. Donc, on va aussi les chercher dans le même ordre d'idée, on nous demande comment vous assurez le service pour les parents diminués ou défavorisés, et puis comment est-ce que la modulation des familles vulnérables, défavorisées versus les autres? C'est une excellente question parce que ça veut dire qu'est-ce qu'on fait, puis ça veut dire aussi comment on définit la vulnérabilité. Il ne faut pas forcément voir les gens vulnérables comme étant diminués. C'est peut-être une façon aussi de se dire, ben, qu'est-ce que c'est la vulnérabilité? Si je prends l'exemple, puis je vais vous en reparler quand on va faire les projets vitrines, dans la Montérégie, déjà, on n'a pas les mêmes populations sur l'ensemble du territoire. L'objectif n'est pas d'aller cibler tel ou tel petit morceau de la population, mais d'une manière plus ouverte, d'aller répondre aux besoins qui sont exprimés dans ce territoire par cette population. Après, ben, c'est une question d'adaptation. Est-ce que les besoins vont être répondus? Ben, c'est ce qu'il faut faire. Puis, exemple, on parlait de rejoindre les familles qui n'ont pas le français comme langue maternelle, ben, on va encourager d'avoir des versions traduites d'un dépliant sur des séances, ce genre d'aspect-là. Très bien. On va passer à la suite de la présentation. Merci pour vos questions. Celles que nous n'avons pas le temps de prendre en direct, on écrira une réponse qui pourra être rendue disponible par la suite. Plusieurs personnes demandent si les documents sont disponibles. Les documents qui sont présentés au niveau de la trousse sont tous disponibles sur la page Internet du GTM-ODL. Et évidemment, la présentation aussi sera rendue disponible par la suite. Donc, Nathalie, maintenant, si tu veux donc reprendre le crachoir et peut-être même passer à cette étape suivante, parce qu'on dirait que ma machine ne permet plus de le contrôler. OK. Que tu puisses nous dire quelques mots sur... Donc, rapidement, je vais vous parler de l'expérimentation du continuum, qui est donc la phase 2 de l'exercice. Donc, la phase 2, c'est vraiment, la phase 1 était de créer le continuum. La phase 2 c'est l'expérimenter, expérimenter son implantation et expérimenter comment ça se passe finalement dans les milieux. Donc, vous regardez la carte de la Montérégie actuellement. Alors, je suis désolée, mais moi, la géographie se mime.
Donc, vous avez forcément à l'est en bleu, c'est la table de Sorel Tracy, la table interculturelle, intersectorielle, enfance, famille, Pierre de Sorel. Bravo! Au centre, c'est la table de concertation qu'on parle famille. Et plus bas, donc à l'ouest, en vert, c'est la table de concertation petite enfance Vaudreuil-Soulanges. Là, vous m'avez vu, j'essaye de le lire. Habituellement, on parle entre nous de ouest-est-centre. Donc, ces milieux-là ont accepté finalement d'être porteurs d'un projet vitrine pour vraiment déployer le continuum et l'expérimenter dans tout ce que ça représente en matière de coordination, d'implantation, d'activité, de mobilisation des partenaires et des milieux. Donc, je vous rappelle, le projet vitrine, il faut toujours le voir comme étant vraiment l'implication de tout un aéropage de partenaires. Évidemment, les orthophonistes, Émilie l'a dit, au niveau du réseau en CI3S, mais aussi les gestionnaires qui sont impliqués dans l'offre de services, les maisons de la famille, et toujours se rappeler que l'expert, c'est le parent de l'enfant. Donc, pour ce qui est des résultats préliminaires, nous sommes actuellement en cours d'expérimentation. Donc, on va terminer en 2019 ou début 2020 et on pourra faire un rapport complet. Mais ce qui ressort actuellement, merci à Jean-Frédéric Lemay de m'avoir fourni ces données-là, c'est la mise en œuvre des DIAD dans une collaboration très étroite entre l'orthophoniste et la maison de la famille à l'Est. Le financement d'une journée d'orthophonie par la fondation, la fondation privée Les Enfants de Soulanges. Donc, ça signifie que déjà, au niveau du milieu, il y a eu quelque chose qui s'est passé, qui s'est produit. Les partenaires se sentent impliqués. Et c'est un petit peu logique parce qu'ils ont tous un rôle à jouer dans ce continuum. Au centre, on a vu le développement de beaux liens avec le CI3S et la libération de l'orthophoniste du réseau. Quand on dit libération de l'orthophoniste, il ne faut pas croire qu'elle est attachée avec un boulet à son bureau, mais c'est quand même un petit peu ça. Et ça veut dire aussi qu'on voit l'orthophonie comme étant une offre de service de proximité. Donc, ça va peut-être donner la chance à l'orthophoniste de sortir de son CLSC ou de son hôpital et d'aller rencontrer les enfants dans leur milieu de vie, le CPE, la bibliothèque, etc. Donc, c'est une autre façon de voir l'offre de service en orthophonie. À l'Est, on a vu une bonification du continuum parce que, comme tu le disais, Émilie, il y avait déjà des activités qui se réalisaient, sauf que la réflexion collective sur les outils qui étaient disponibles sur le territoire, a fait en sorte que les activités se sont bonifiées et tout le monde partage les mêmes informations. Donc, ça aide énormément à la prise en charge des enfants quand ils arrivent dans le bureau de l'orthophoniste pour l'évaluation et la prise en charge. Je pourrais aussi vous parler de tout ce qui va venir, mais là, je sens que le temps nous presse un peu. Bon, j'aimerais juste te donner la parole. Très rapidement, quelqu'un voulait savoir comment le CIS s'implique dans le projet et réagit, ou en tout cas, quelle est son attitude par rapport à l'implication de l'orthophoniste? Alors, l'implication des CI3S est toujours quelque chose de très différent d'un CI3S à l'autre. L'implication fait en sorte qu'on libère 3 heures d'orthophonie par semaine. Et par exemple, au centre, actuellement, on attend que même l'orthophonie soit libérée 7 heures par semaine. Donc, ça veut vraiment dire faire en sorte de rapprocher l'offre de service qui est au niveau du CLSC ou de l'hôpital vers les milieux communautaires. Donc, c'est vraiment d'offrir finalement des heures en orthophonie communautaire. Merci. Merci Nathalie. Alors moi, je dirais c'est à ce point-ci que la boîte de com, qui est une boîte de consultants spécialisée en stratégie, entre en jeu, parce que devant un peu, disons dans la foulée de tout ce travail, le groupe de travail montérégien réfléchit maintenant à l'après-projet, la phase 3, si on veut, ce qui va suivre donc la conclusion des expérimentations, et souhaite donc être en mesure de commencer déjà à travailler sur cette suite, et se sont questionnés sur comment réussir à, disons, profiter d'un contexte qui semble favorable à la mise en place de projets structurants comme celui-là, qui émane de l'expertise du terrain, qui est appuyé par des données probantes et qui surtout permet d'offrir des services à tous les enfants et de réduire ainsi de façon importante les risques
enfin, les vulnérabilités des enfants lorsqu'ils entrent à la maternelle, et surtout en s'appuyant sur un peu ce consensus qui actuellement est très fort au Québec et qui est relativement nouveau sur la façon donc de percevoir les enjeux de réussite éducative qui sont venus un peu élargir un peu l'approche peut-être plus traditionnelle d'appui aux enfants, mais surtout dans la perspective d'intégrer l'importance de l'agir tôt. Et je pense que vous êtes nombreux aujourd'hui à suivre le webinaire qui participe à ces travaux-là et dans lesquels, bien sûr, Avenir d'enfants a contribué de façon importante pour faire en sorte qu'aujourd'hui, on s'entend sur l'importance de donner à tous les enfants les mêmes chances de réussir et la communication et le langage est définitivement, dans cette perspective-là, un enjeu de réussite éducative et donc un enjeu social bien autant qu'un enjeu de santé. Et bien sûr, les services en orthophonie qui s'adressent à la petite enfance, ceux dont on parle depuis ce matin, ce sont des services qui sont offerts pour l'essentiel par le réseau de la santé, mais on a cette opportunité actuellement où il y a vraiment, disons, une convergence des efforts de la société civile et du gouvernement pour intervenir de façon plus efficace particulièrement en petite enfance, pour soutenir la réussite éducative. Et bien sûr, donc je parle particulièrement de la politique de réussite éducative et de la stratégie 0-8 ans qui en découle, qui, quand on regarde les objectifs qui sont énoncés dans cette stratégie, nous démontre à quel point le type d'intervention qui est proposé dans le continuum de services concertés en orthophonie communautaire répond bien à l'objectif sociétal qu'on se donne vis-à-vis de la réussite éducative et des choses qu'il faut faire auprès des tout-petits. Quand on regarde le modèle que propose le GTM-ODL, c'est un modèle qui, finalement, favorise l'atteinte de tous les objectifs qui ont été fixés dans la stratégie 0-8 ans. On vous les présente ici, là, et on vous les rappelle, mais vous les connaissez probablement déjà. La stratégie vise 5 objectifs. D'abord, favoriser l'égalité des chances pour tous les enfants, en offrant des services dans toutes les communautés, basés vraiment sur une réalité qui est adaptable à chacun des milieux. Ça permet d'abord disons, de faire en sorte que, peu importe sa région, son lieu de résidence, chaque enfant ait les mêmes chances de pouvoir développer sa communication et son langage. La stratégie vise aussi à assurer aux enfants de 0 à 8 ans des transitions harmonieuses entre les différents milieux éducatifs. Donc, bien entendu, et c'est certainement pas non plus étranger à l'expérience de plusieurs des personnes qui écoutent aujourd'hui, quand on met en place un continuum de services qui permet d'accompagner le jeune tout au long de son parcours, eh bien, on crée des conditions pour que les transitions soient beaucoup plus harmonieuses. Dans ce cas-ci particulier, bien entendu, la prise en charge par la communauté de l'enfant en très bas âge va permettre de faire un arrimage beaucoup plus efficace avec les services scolaires quand l'enfant rentrera à la maternelle. Donc, il y a déjà, dans le fond, une connaissance de la situation de l'enfant au moment où il accède à l'école. Et dans cette optique-là, on croit que ça peut faciliter de façon très importante la transition des enfants vers le scolaire. Si on regarde le troisième objectif, soutenir des pratiques éducatives et pédagogiques de qualité. On vous a parlé de la trousse, on vous a parlé de tout le travail qui a été fait pour développer ce concept. Et je le répète, même si Émilie l'a bien dit, il y a d'abord un travail qui a été fait pour recenser ce qui se faisait déjà. Et puis avec cette idée que l'expertise qui se développe sur le terrain doit trouver sa place dans un modèle comme celui-là. Et entre autres, pour permettre à l'ensemble des intervenants qui sont auprès des enfants de pouvoir bâtir sur ce qu'ils font déjà et puis d'être capable de s'inscrire donc dans quelque chose dont l'impulsion vient de la base. Mais ce que c'est cette trousse, bien, en vérité, ce sont des outils qui permettent de soutenir des pratiques éducatives et pédagogiques de qualité dans les milieux qui interviennent en petite enfance. Donc, pour ce qui est de l'objectif 3, on est pile dessus. Le quatrième objectif, permettre à tous les enfants d'acquérir des compétences essentielles en lecture, en écriture et en mathématiques. Donc là aussi, je n'ai pas besoin de vous faire une longue démonstration. Puis le dernier, accompagner les parents, favoriser la mobilisation et la concertation de tous les acteurs de la réussite éducative. C'est aussi complètement au cœur du travail qui a été fait et qui a mené à la conception de ce modèle, si on veut me permettre la suivante. Donc, cette analyse qu'on fait du contexte pour nous démontre que c'est le moment ou jamais de travailler à la mobilisation pour qu'on puisse présenter le continuum de services communautaires, de services concertés en orthophonie communautaire, pardonnez-moi, à un plus grand nombre d'acteurs possibles qui sont appelés à participer au continuum
ou tout simplement à soutenir l'implantation du continuum dans leur milieu. Notre objectif, donc, en termes plus stratégiques, et pour la démarche que le GTM met en place actuellement, c'est vraiment d'évaluer la possibilité d'établir une mobilisation très large qui peut soutenir, donc, le déploiement de l'orthophonie communautaire dans le plus grand nombre de territoires possible. L'expérimentation se fait actuellement à Montérégie. Comme on le disait en début de présentation, il y a des régions ou des endroits au Québec où il y a déjà quand même beaucoup d'activités de ce type-là qui se font, d'autres où c'est beaucoup moins facile. Donc, l'idée est donc de rendre disponible et de faire connaître ce projet à un plus grand nombre possible d'intervenants et d'acteurs des milieux pour espérer, premièrement, d'une part, d'avoir un appui formel pour donc être en mesure de démontrer dans les représentations qu'on fera auprès des décideurs que ce projet-là, qui est emballant, qui est extraordinaire, et ne répond pas qu'aux objectifs d'un groupe de travail montérégien, mais bien quelque chose qui répond à des besoins réels qui sont mesurés et constatés sur le terrain par des gens comme vous, pour qu'à travers l'ensemble des budgets qui sont rendus disponibles par la stratégie 08 ans, on soit en mesure d'aller chercher des ententes qui permettront à chacune des localités qui le désirent d'éventuellement pouvoir obtenir les sous, les subventions, ou je ne sais pas encore de quelque forme que ce sera, mais pour financer les activités liées aux activités du continuum, bien entendu en appuyant cela avec une entente interministérielle pour que les ressources en orthophonie soient présentes, soient disponibles dans le réseau public, parce que, encore une fois, la force de ce modèle, c'est entre autres d'allier l'expertise des orthophonistes du réseau public avec l'ensemble de la communauté en mobilisant les parents et les enfants. Donc, ça nécessitera bien sûr qu'il y ait une ouverture pour une entente interministérielle, mais qui de toute façon, et celle-là est tout à fait aussi dans l'esprit de la politique de prévention puis du plan d'action interministériel en prévention et de la stratégie en réussite éducative aussi qui est coportée par le ministère de l'Éducation et le ministère de la Famille. Donc, avec l'élargissement du concept de la réussite éducative, si vous voulez, puis le consensus qui est très solide actuellement sur le fait qu'il est inacceptable au Québec de laisser des enfants pour compte dans leur développement, on croit qu'on a un contexte tout à fait favorable. Donc, si bien sûr vous êtes intéressé à rester au courant de ce qui se passe, on vous encourage vraiment à communiquer vos coordonnées, puis on vous inscrira à la liste de notre infolette dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, principalement. On va rencontrer beaucoup de gens. Si d'ailleurs il y a des gens qui écrivent, qui aimeraient nous recevoir, nous rencontrer, c'est tout à fait ouvert. Vous n'avez qu'à communiquer avec nous, puis on va aller vous voir pour qu'on puisse arriver avec le plus rapidement possible un projet super emballant qui permet de vous équiper dans chacune de vos communautés au niveau de vos regroupements locaux pour travailler avec des outils qui vont permettre d'être plus efficaces auprès des enfants. Alors, voilà, en ce qui me concerne, on vous a préparé une dernière acétate là, qui montre un peu l'étendue du spectre des organisations qu'on espère pouvoir amener dans le sillage de cette mobilisation. Donc, si vous les représentez, si vous en faites partie, attendez-vous à entendre parler de nous, mais vous aussi parlez de nous, faites-le savoir autour de vous, pour qu'on ait vraiment une mobilisation très forte. Donc, pour moi, ça conclut la présentation. Il nous reste donc un peu de temps pour qu'on puisse prendre des questions. Peu importe à ce moment-ci, vous avez posé vos questions portant sur la dernière partie de la présentation, mais s'il y en a qui portent sur les contenus du début, ça va nous faire plaisir d'y revenir. Alors ici, j'ai une question qui vient de Stéphanie. Avez-vous suffisamment d'orthophonistes dans le réseau de la santé pour répondre aux 3 types de vos mesures, universelles, sélectives et particulières, pour la démographie 0,5 ans sur votre territoire? Avez-vous Suffisamment de ressources en orthophonie dans le réseau public? Ça, c'est la question qu'on entend régulièrement, c'est oui. Mon Dieu, il manque d'orthophonistes. Non, il manque pas d'orthophonistes, il manque de postes. Les orthophonistes sont actuellement, ont leur diplôme grâce aux écoles d'orthophonie et d'audiologie dans différentes universités du Québec. Actuellement, je pense qu'il y en a 4 en langue française, 1 en langue anglaise. Donc, on ne peut pas dire qu'on manque d'orthophonistes. Par contre, on manque, et je mets peut-être les pieds dans les plans en disant ça, on manque de postes qui soient attrayants pour des jeunes orthophonistes qui sortent de l'école. Un poste attrayant, ça n'est pas un poste de 2 jours sur surcroît pour 3 mois. C'est un poste qui va faire en sorte aussi
stimuler l'orthophoniste, parce que l'orthophoniste, c'est pas, et tu vas me dire que je prêche pour ta paroisse, là, mais c'est pas une machine à faire des évaluations. Ce qu'elle aime faire, l'orthophoniste, c'est suivre les enfants, les accompagner, les outiller. Est-ce que j'ai bien parlé de ta profession, Émilie? Tout à fait, oui. Les enfants et leurs parents et les intervenants qui gravitent autour des enfants aussi. Il y a une petite question qui porte sur la communauté anglophone. Il y a des orthophonistes de langue anglaise ou de langue anglophone. Non seulement il y a des orthophonistes de langue anglaise, mais on a aussi dans les milieux pas mal de liens avec les commissions scolaires anglophones. Et le concept s'applique autant des communautés anglophones que francophones. Et on tient compte aussi de toutes les familles allophones, donc celles qui ne parlent ni le français ni l'anglais. Et là, ben, on s'adapte aussi. Il y a des moments où il faut réunir tous ces gens-là et faire en sorte qu'on arrive finalement, grâce aux parents qui servent d'interprètes, et à trouver finalement une solution pour entrer en contact avec ces familles. Super. Ben, on n'a pas tant de questions, mais on a beaucoup de témoignages d'enthousiasme et de personnes qui espèrent éventuellement peut-être nous revoir ou consulter nos documents. Donc, il y a même une certaine pression sur le délai de mise en ligne du PowerPoint. Je pense qu'on est dans une tête de 48 heures, mais surveillez-le toutes les heures, puis ça va être uploadé à un moment donné. Et puis, ça nous fera donc plaisir éventuellement d'avoir des échanges avec vous dans la suite de ça. Merci beaucoup de votre attention. Merci à vous, franchement. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça suscite l'intérêt, puis ça suscite l'intérêt de tout le Québec, parce que c'était beau de vous voir dire des bonjours du Lac-Saint-Jean, des bonjours de partout au Québec, en fait. Alors, merci à vous, mais merci à vous aussi, franchement, d'avoir été un public si enthousiaste et attentif. Donc, ça a été dit tout à l'heure, oui, effectivement, la présentation sera en ligne sur le site Agerto dans la section événements et vidéos. Là, c'est la section en haut, sur la ligne du haut quand vous arrivez sur le site. Sur la page d'accueil du site aussi, vous allez retrouver ce qu'on appelle un zoom sur. Il y en aura différents là, qui s'en viennent sur le site, mais celui-là est évidemment sur l'orthophonie communautaire. Ça répond à la question, c'est quoi l'orthophonie communautaire? Puis aussi le volet pratique, donc guide, outils, exemple. Vous allez trouver ça sur Agerto. Si vous avez des questions non répondues, vous pouvez continuer à nous les poser, soit dans le chat encore maintenant, on y répondra, ou sinon, vous pouvez aussi recontacter le groupe de travail, enfin Nathalie qui est la coordonnatrice. On va vous mettre l'adresse courriel dans le chat dès maintenant. Elle apparaît à l'écran. Elle apparaît à l'écran en ce moment parce que c'est technologique. Ou vous rapprochez de votre agent. Ou vous rapprochez de votre agent Avenir d'enfants si vous êtes membre d'un regroupement local de partenaires, votre agent va pouvoir aussi répondre à vos questions ou vous diriger vers le bon endroit là, pour la question que vous aurez. Il y aura une infolettre aussi qui va être créée par le groupe de travail montérégiens, même adresse pour vous y inscrire. Et voilà, en fait, c'est à peu près tout. Il y aura une évaluation. On est toujours très heureux que vous la remplissiez parce qu'il y a une question qui dit combien étiez-vous derrière votre écran. Donc, si vous êtes nombreux à répondre, ça va nous donner une idée. Là, on voit que vous êtes plus d'une centaine à nous écouter, mais peut-être êtes-vous 1000. On ne sait pas. On va le découvrir avec l'évaluation. Donc, on vous invite à la remplir. Et puis, j'en profite franchement pour vous souhaiter un très bon été parce que la Saint-Jean-Baptiste arrivant, on peut se dire bonnes vacances rendu là. Donc, j'en profite pour vous dire merci encore une fois, bon été tout le monde et puis on se revoit vers de nouveaux webinaires en septembre prochain ou enfin au courant de l'automne. Donc, merci beaucoup. Merci. Au revoir.